De toute façon, le bac aujourd'hui, c'est trop facile. De toute façon, le bac aujourd'hui, ça vaut plus rien. Le bac aujourd'hui, on le donne. Moi, à mon époque, le bac, c'était autre chose. C'était beaucoup plus difficile. Le bac, sans, vous n'êtes rien. Avec, vous n'êtes pas grand-chose. Voilà autant de phrases réjouissantes que l'on peut entendre aujourd'hui de la part des adultes hein, ou des boomers carrément au sujet du bac. Mais ce n'est pas du tout d'aujourd'hui, puisque même votre serviteur, dans sa génération, quand j'ai passé le bac il y a maintenant 20 ans au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien j'entendais déjà ça. Hein, et j'imagine que les gens qui l'ont passé avant moi, peut-être même mes profs parfois, ont entendu ça. Donc c'est toujours la même chose. Hein. À quand faut-il remonter dans le temps pour que les personnes aient été satisfaites du niveau du bac? Probablement fin 19e peut-être, voilà, courant 19e, fin 19e, peut-être début 20e, je ne sais pas. Mais en tout cas, clairement, avant les années 60. On va voir au cours de cette vidéo qu'il s'est passé quelque chose à la fin des années 60 qui a sans doute un peu redistribué les cartes et métamorphosé le bac pour toujours, pour le meilleur pour certains et surtout pour le pire pour d'autres. Bref, tout ça pour nous conduire à une question qui englobe un peu toutes les autres. Le baccalauréat est-il surnoté? On donnerait le bac. Légende ou vérité? Alors ma réponse à cette question s'insère en fait dans une réflexion plus large que j'avais élaborée autour de cette autre question qui était commentaire de texte ou dissertation? Le grand match, avec une tentative en fait pour les départager. Bon, il se trouve que le contenu était assez redondant et répétitif par rapport à ce que je disais déjà dans le podcast consacré aux commentaires d'un côté et le podcast consacré à la dissertation de l'autre. J'ai donc renoncé en fait à faire une vidéo autonome sur ce sujet. En revanche, il m'a semblé intéressant ou pas complètement inutile de préserver eh bien, ce développement, ce long développement que je faisais autour du sujet de la notation du bac. Ce petit préambule étant fait, c'est parti. Plutôt commentaire ou plutôt disserte? Que choisir? Comment départager? Alors tout de suite, on a envie de répondre une évidence. Choisissez ce qui vous inspire, ce que vous préférez, dans quoi vous êtes le plus à l'aise. Voilà, donc il faut aller vers là où vous sentez en gros que les points se trouvent. On va être très pragmatique. Hein. Euh, Souvent, vous êtes à la chasse aux points, soit parce que vous n'êtes pas encore tout à fait sûr d'en avoir assez, donc il faut les prendre là où ils sont, soit parce que carrément, même si vous êtes, imaginons, assez doué, que vous avez déjà pas mal de points dans les matières, vous avez peut-être un choix d'orientation qui fait que vous avez besoin d'avoir un dossier béton. Ça arrive souvent. C'est-à-dire que vous avez des bonnes notes. En gros, vous n'avez pas la pression non plus énormément. Vous pouvez en gros prendre un peu si vous voulez. Et au pire, vous n'aurez pas une méga giga note, tant pis. Mais malheureusement, souvent, il y a des enjeux en fait de dossier, d'orientation, voilà, de vouloir être pris dans telle ou telle école qui a des exigences en termes de notes, ou alors bon, où la concurrence est rude, etc. Donc là, effectivement, il faut prendre les points là où ils sont. Hein. Il faut vraiment réflexionner en termes de points et non pas en termes de plaisir. C'est vrai que si comme moi c'était mon cas quand j'ai passé le bac à l'époque, vous savez que vous allez quelque part où il n'y a pas une question de sélection par note. Vous savez de toute façon que du moment que vous avez le bac, vous allez être pris, il n'y a pas de souci. Donc il n'y a pas un énorme enjeu. Et que, admettons, vous vous en fichez un petit peu. Moi c'était un peu mon cas. Que du moment que j'avais le bac, honnêtement, je m'en foutais. Que vous n'y mettez pas un enjeu d'honneur énorme et que voilà, vous n'êtes pas hyper regardant sur la note que vous aurez. Ce qui compte pour vous, c'est d'avoir le bac. Moi, en l'occurrence, j'avais pas besoin d'un baccalauréat et surtout pas du bac pour lequel j'avais très peu d'estime en tant qu'épreuve. Franchement, le bac pour moi, c'était une espèce d'imposture. Donc, j'avais pas besoin du bac pour m'expliquer si j'étais quelqu'un d'intelligent ou pas, de cultivé ou pas, d'intéressant ou pas. Pour ça, j'avais mes occupations, j'avais mes amis, j'avais voilà ma famille ou moi-même, etc. Mes lectures et tout. Enfin, bref, j'avais assez, on va dire, de confiance en moi ou d'estime de moi pour ne pas avoir besoin d'un putain de bac pour me dire si j'étais quelqu'un d'intéressant ou de bien. Donc ça se situait pas là. J'y mettais pas mon honneur en jeu, le bac. Voilà. Et j'y mettais même pas mon orientation en jeu parce que, encore une fois, là où je voulais aller, j'avais juste besoin d'avoir le bac. Pas avec une mention particulièrement, ça ne comptait pas. Je voulais aller à la fac de lettres, donc j'avais pas choisi la prépa. J'avais hésité à aller en prépa de lettres, mais ça me tentait pas du tout. Et j'avais pas d'orgueil mal placé, genre ah ouais, de toute façon, moi, je vais faire partie de l'élite ou je sais pas quoi. D'ailleurs, élite, mon cul. Hein. Très peu d'esprit de réflexion qui ne font que recracher ce qu'on leur a appris comme ça en masse. Hein. En gros, ils ingurgitent des articles Wikipédia entiers chaque jour, on va dire, en mode universitaire. Voilà, ça ne fait pas d'eux des intellectuels, des penseurs, ou des inventeurs, ou des créateurs, hein, ou des artistes. Ça fait d'eux des espèces de Wikipédia vivants, ou des... Voilà, donc... bon, moi, ça m'a jamais intéressé, ça. Moi, je préfère la pensée, l'imagination, la créativité et la recherche.
Donc voilà, donc je suis allé en fac parce qu'encore une fois, j'avais rien à prouver au sens image sociale, etc. Je m'en fichais de ce qu'on pensait d'aller simplement à la fac, etc. Donc comme j'avais pas mis d'enjeu dans ma note et que je savais de toute façon que le bac, j'allais l'avoir, sauf énorme incident, mais il n'y a pas de raison. Je l'avais le bac, c'est bon. J'aurais peut-être la moyenne, j'avais peut-être juste une petite mention, mais peu importe. Donc moi, du coup, effectivement, j'ai choisi de suivre mon bon plaisir. Voilà. J'avais pas du tout prévu de prendre ce que j'ai pris le jour du bac, hein. Moi, le jour du bac de français, par exemple, j'ai choisi l'écriture d'invention, ce qui n'est plus d'actualité aujourd'hui. Là. Donc les gens auxquels je m'adresse, hein, ne faites pas attention parce que l'écriture d'invention, ça existe encore au brevet des collèges, mais ça n'existe plus au bac. Voilà. Donc avant, il y avait une troisième épreuve, c'était l'écriture d'invention, vous pouvez choisir ça. Attention, exercice plus difficile qu'on ne le pensait, plus retors qu'on ne le pensait, qui demandait plus de maîtrise littéraire qu'on ne le pensait. Hein, souvent, c'était vu un peu comme le truc facile, il suffit d'imaginer une histoire. Non, non, il ne suffit pas d'imaginer une histoire. C'était en fait ce qu'on aurait dû appeler un pastiche. Alors voilà, oui, déjà, si vous ne savez pas ce que c'est qu'un pastiche, c'est qu'il fallait vraiment pas prendre l'écriture d'invention. C'était pas pour vous. Hein, voilà. Un pastiche, en fait, en littérature, hein, et même en art en général, en fait, c'est l'art d'imiter. En fait, imiter le style de quelqu'un. Hein. Faire un pastiche, je sais pas, de tel réalisateur au cinéma, faire un pastiche de tel musicien, voilà, en musique, de tel peintre. Voilà, on imite son style. Vous voyez, pour vous dire un peu à quel point il faut avoir compris comment un auteur fonctionne, comment il pense et comment il écrit. Donc c'est un exercice qui était plus subtil qu'on ne pensait. Voilà, en gros, on nous demandait de pasticher un genre, de pasticher un auteur, voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai pris. J'avais pas du tout prévu de prendre ça. J'ai choisi de prendre ça parce qu'il s'est avéré que c'était finalement l'exercice qui m'inspirait le plus et surtout celui qui m'amusait le plus. Voilà. J'ai choisi l'amusement, j'ai choisi le plaisir. Voilà. Me dire, bah tant pis, j'aurais peut-être que 11 avec cette écriture d'invention, mais je préfère avoir 11 en m'étant éclaté le jour de l'examen que d'avoir peut-être un 15-16 avec un truc qui m'aura fait chier. Voilà. Et donc, vous voyez, j'ai fait un choix vraiment de plaisir. Bon, en l'occurrence, et ce n'est pas forcément représentatif de toutes mes notes, hein, parce que je suis loin d'avoir cartonné autant dans toutes les matières, mais là, il y a eu un miracle. Je ne sais pas comment j'ai réglé mon compte, mais j'ai eu 18 en français en première. Ça m'était jamais arrivé au passage, hein, pour vous dire. Ça m'était jamais arrivé. Donc, pour vous dire que j'étais pas coutumier de la note. Voilà, le maximum que j'avais eu, c'était un 17 et c'était arrivé une fois. Une fois. Moi, mes notes en commentaire en 17, c'était 11, 12, 14 au mieux et bien des fois 7 ou 9. Hein. Voilà. Donc, moi, j'étais pas du tout à l'aise en commentaire. Surtout le commentaire, je détestais ça, j'étais pas à l'aise. La dissertation, c'était un petit peu mieux, mais franchement, 14, c'était mon grand max et 11-12, c'était plus la normale. Donc moi, le 18, j'ai halluciné. Bon, est-ce que le bac notait plus gentiment? Est-ce que j'ai juste été touché par la grâce divine, j'ai été inspiré, les muses étaient avec moi, ce qui est une grande ironie, parce que précisément, j'avais fait c'était une écriture d'invention sur le théâtre, il fallait pasticher un monologue plaintif, un monologue un peu élégiaque, et j'étais parti justement sur le monologue d'un poète qui pleurait, on va dire, le fait que sa muse ait refusé le poème qu'il lui avait écrit, inspiré directement par le fait. Attention, petite anecdote, voilà, là c'est le côté private life, hein, c'est juste pour l'anecdote, ça sert à rien, je sais. Mais le jour du bac de français en première, enfin la veille plutôt, la veille de ce bac en fait, hein, je me souviens que j'avais passé ma soirée à écrire un poème. Vous voyez, comme ça, je révisais à ma façon, en moi-même écrivant quelque chose, un poème pour la fille dont j'étais amoureux à l'époque. Voilà. Hein. Vous m'excuserez la banalité de la chose. Voilà, mais bon, voilà, j'ai passé ma soirée à écrire un poème à cette demoiselle que je savais que j'allais revoir pour la dernière fois lors des épreuves du bac. En gros, après, je la reverrai plus. Et donc, le jour de l'épreuve, hein, je sais, très mauvais timing, je sais qu'on va me dire, mais c'est un mauvais timing, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce qui te prend de donner un poème ce jour-là? La fille, elle est stressée pour son épreuve et tout. Bon, voilà, moi, je vois pas le problème. Et juste avant l'épreuve, bah, je lui donne en fait comme une lettre hein, le poème pour qu'elle le lise, ou voilà, etc. Bon, hein, il s'est passé évidemment ce qui était prévisible. Elle en a eu absolument rien à foutre, mais rien à foutre, hein, même limite ça l'a fait chier. Voilà, bon, ça m'a fait de la peine, voilà, par rapport en plus à un petit historique qu'on avait. Et donc, blessé et en même temps en colère, voilà, vous voyez, j'ai utilisé intelligemment mon dépit, ma mélancolie et ma colère, puisque je l'ai réinvesti dans mon devoir et je m'en suis servi pour écrire un texte très sincère. Et du coup, moi en plus, ça m'a défoulé, je n'avais pas la tête à disserter ou à commenter. Et du coup, j'ai pris l'écriture d'invention, j'ai écrit mon truc, et du coup, j'ai eu 18. Ouais. Au moins, ça aura servi à ça. Encore une fois, décidément, hein, le rejet d'une femme ou un amour malheureux aura une fois de plus créé un chef-d'œuvre. Donc bon, je ne sais pas si j'ai été surnoté ou pas, en tout cas voilà, bon, c'était pour la petite anecdote. Voilà, donc le jour de l'examen, franchement, si vous êtes en gros sûr d'avoir le bac, et que votre note ne compte pas tant que ça, et que vous ne mettez pas un enjeu d'orgueil ou d'honneur énorme à avoir une mention plus la mention maximum, que ça vous suffit d'avoir le bac, et après tant mieux pour la mention. Pour l'anecdote, moi j'ai eu mention bien, voilà, j'ai eu mention bien au bac, voilà. Bon bah, c'est ni assez bien, ni pas de mention, ni très bien, ni excellent, félicitations du jury. Mention bien, franchement pour les efforts que j'ai fournis, en gros proche de zéro, c'était très bien. Voilà, franchement, ça m'allait, j'ai comme une mention malgré tout. Bon, certains n'ont pas des facilités comme ça et du coup peuvent pas jouer ce jeu-là et sont obligés de faire très attention, soit parce qu'ils sont un peu juste niveau note et ils savent très bien que s'ils bossent pas, s'ils font pas attention à ce qu'ils choisissent,
ça peut mal se passer, ou alors inversement, certains sont bons, effectivement, sont doués, mais ils ne doivent pas se contenter de leur capacité de base, ils veulent la note maximum pour des questions d'orientation. Voilà, donc là, c'est un cas très particulier. Donc, effectivement, dans tous les autres cas, il y a comme une question de choix stratégique. Que choisir, dissertation ou commentaire? Alors, je réitère le critère premier, hein, ma réponse. Hein. Ça dépend de ce dans quoi vous vous sentez à l'aise, le plus doué, hein, ce qu'étaient vos notes dans les différents exercices au cours des 2 dernières années. Et donc, soyez stratégique. Choisissez quand même, dans l'ensemble, c'est souvent le meilleur choix. Choisissez ce dans quoi vous êtes le plus à l'aise et vous risquez de cartonner le plus. C'est jamais une garantie absolue, mais au moins, voilà, vous sécurisez éventuellement une bonne note. Et ça, c'est ce qu'on veut. Voilà. Je sais que c'est une réponse qui vous aide pas du tout, hein, ça valait la peine de faire une vidéo pour ça. Choisissez dans quoi vous vous sentez le plus à l'aise. Bah ouais, sans blague. Bah oui, mais effectivement, choisir, là, je ne peux pas vous répondre commentaire ou disserte dans l'absolu, puisque ça dépend de ce dans quoi l'un ou l'autre est à l'aise, chacun de vous est à l'aise ou pas, réussit le mieux, et ce qu'on recherche, c'est la note. Donc je vous ai expliqué un cas où la note n'est pas si importante que ça, donc l'exercice est un petit peu indifférent, suivez votre bon plaisir. Mais dans le cas où la note est un enjeu, bah, évidemment, allez là où la note risque d'être bonne. Et du coup, normalement, vous le savez à peu près, puisque voilà, vous savez l'exercice dans lequel vous êtes le plus à l'aise, et en plus, bah, fiez-vous au sujet. Là, vous sentez que vous allez réussir et cartonner. Encore une fois, c'est jamais une garantie. Parfois, on croit qu'on va cartonner, en fait, c'est pas le cas. Parfois, on croit qu'on va foirer, en fait, c'est bien. Oui, je sais, le français, il y a un petit côté loterie, qui a ses limites, hein, qui est un peu une légende quand même. Hein. Le français est une science plus exacte qu'on ne croit. Hein. Les textes ont un sens, ils n'en ont pas un autre. Donc, effectivement, détourner le sens d'un texte, ben, ça fait perdre des points. Une dissertation, il y a une façon de l'organiser, d'organiser un raisonnement, de s'exprimer, et il y a une façon de répondre à un sujet. Donc voilà, bien sûr qu'il y a une petite marge comme ça par rapport à, voilà, à la note, mais qui n'est pas non plus aussi grand qu'on veut bien le laisser croire. Hein, voilà, hein. Le français est une science plus exacte, plus rigoureuse qu'on ne le croit. Ça reste comme une épreuve intellectuelle avec voilà, des compétences à avoir, à fournir et à démontrer. Et donc soit on les a, soit on les a pas. Alors, il y a une autre légende qui circule d'ailleurs, c'est l'occasion d'en parler, c'est celle selon laquelle déjà tout d'abord, le bac, le vrai bac serait noté de façon plus indulgente, plus gentille, plus généreuse que les épreuves de bac blanc. Alors, cette légende, faut pas se l'exagérer, faut pas en faire non plus l'enjeu de sa note, mais c'est vrai que c'est plutôt vrai. Hein, c'est plutôt vrai. Pour des raisons très simples, hein, d'anonymat déjà. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de profs qui vous connaissent déjà, qui ont des préjugés sur vous, sur vos compétences, ou voire même qui vous aiment ou qui vous aiment pas. Bon, j'entre pas dans la polémique, mais bon, il peut y avoir comme ça parfois des problèmes de relation avec un prof. En tout cas, voilà. Là, vous êtes dans l'anonymat complet. Il n'y a pas de préjugés sur vous, on ne vous connaît pas. Et vous êtes un peu noyé dans la masse nationale. C'est qu'en fait, c'est un diplôme national. Les copies sont redistribuées random comme ça aux quatre coins, aux quatre vents. Et donc, évidemment, on perd le côté lycée où tout le monde se connaît un petit peu, les profs échangent les copies entre eux éventuellement, en tout cas, ils se connaissent, ils vous connaissent. Voilà, bon, effectivement, ça crée parfois des petits préjugés ou des petits biais, ce qu'on appelle des biais, hein, peut-être qui peuvent parfois être défavorables, ça dépend, ou favorables hein, aussi, ça dépend. Voilà, donc normalement, l'anonymisation de l'examen, loin d'être contre vous, est plutôt en votre faveur. Parce que voilà, il n'y a pas de préjugés et donc tout le monde est à pied d'égalité. Déjà, il y a ça. De plus, autre chose qui peut expliquer que le bac, le vrai bac est un peu mieux noté, est un peu plus gentiment noté, c'est donc la méthode de correction. Donc effectivement, voilà, les copies donc, sont réparties voilà, sur divers correcteurs comme ça, voilà, des profs chargés de vous corriger. Mais ces profs vont donc obtenir en fait une espèce de moyenne générale de leur tas de copies en fait. Ils vont avoir des copies qui vont aller entre telle note et telle note. Alors ils ont des consignes très précises de l'éducation nationale pour vous corriger. Voilà, sur les notes minimum à donner, maximum, sur quel barème, quels critères. Donc déjà, ils ont quand même, vous voyez, ils sont dans un cadre très précis. Mais comme si ce n'était pas suffisant, les profs, en fait, en fin de cycle de correction, font des réunions, doivent faire des réunions, en fait, où ils vont mettre en commun leurs copies et comparer leurs notes respectives, en fait. Voilà, moi j'ai des notes qui vont entre 7 et 15. Ah, moi j'ai des notes qui vont entre 9 et 18. Ah oui, d'accord, c'est pas tout à fait pareil. Et en fait, ils vont harmoniser les notes. Et on peut comprendre, parce que c'est vrai que c'est un diplôme national et que ça ferait bizarre si on découvrait qu'une région avait des notes très très généreuses alors qu'une autre avait des notes très très strictes. Vous voyez, ça créerait des injustices, il y aurait des révoltes. Parce qu'on découvrirait en fait que les élèves du Gard ou de l'Auvergne ont été jugés très sévèrement, alors que les élèves je sais pas, de la Nouvelle-Aquitaine ou du Nord ont eu des notes très généreuses. Vous voyez, ça créerait des problèmes. Donc, en fait, il y a tout un enjeu autour du fait d'harmoniser les notes. Et c'est là que c'est en votre faveur, c'est que souvent les notes sont harmonisées vers le haut. Hein, voilà, on harmonise plutôt vers le haut. Donc, on va revoir les notes un petit peu à la hausse. Donc là, il y a un point et demi qui se gagne, etc. Voilà, donc il y a des comités comme ça de mise en conformité des notes, on va dire, hein, d'harmonisation des notes qui sont intéressants. Et puis il y a un troisième aspect à cette question comme ça du bac, du vrai bac qui serait noté un peu plus gentiment. Le
le bac, bon, hein, ça aussi, ça fait un petit peu comme ça poncif ou légende, hein. Mais vous savez, vous avez déjà dû entendre des adultes, hein, qui disent que le bac, ça ne vaut plus rien, hein. Le bac n'a plus de valeur, le bac a perdu de sa valeur, le bac, de toute façon, ça vaut plus rien. Le bac, de toute façon, aujourd'hui, on le donne, hein, on donne le bac, hein. Bon, c'est vrai que les élèves, généralement, le prennent de façon un petit peu, le prennent un peu mal parce qu'ils ont l'impression en fait de galérer et ils entendent des adultes qui lui disent qu'en gros, quelle que soit leur note, ça n'aura de toute façon aucune valeur, hein. En gros, que ceux qui n'auront pas leur bac, bah, c'est humiliant à double titre parce que déjà ils ne l'auront pas, mais en plus on le donne. Alors si tu l'as même pas, c'est que tu es vraiment nul. Et ceux qui l'auront, bah, de toute façon ça vaut rien parce qu'on le donne. Voilà, donc c'est vrai que ça flatte personne de dire qu'on donne le bac. Bon, est-ce que c'est vrai ou pas? Alors, donner, c'est un grand mot. On ne donne pas le bac non plus, faut pas déconner, hein. Je veux dire, c'est pas bon, c'est pas bon, quoi. On ne pourra pas vous sauver, voilà, on ne pourra pas non plus faire de miracle. En revanche, est-ce que plus que jamais on veut que vous l'ayez? Ça oui, c'est sûr. En fait, le bac, entre les débuts du bac, hein, le bac tel qu'inventé par Napoléon, hein, le baccalauréat, l'examen, le diplôme inventé par Napoléon, et donc ce qu'il était encore au 19e siècle, hein, le bachelier, Jules Vallès, hein, son livre qui s'appelle Le Bachelier, c'était un examen qui était difficile à avoir, mais vraiment, vraiment. Faut savoir que Émile Zola, par exemple, a échoué au bac. Émile Zola, hein, l'écrivain qui a écrit 20 romans, les Rougon-Macquart, etc., un de nos plus grands écrivains, n'avait pas le bac, hein. Il a échoué au bac, il a dû travailler, etc., trouver un emploi dans l'imprimerie, etc. Donc il y a plein de nos écrivains les plus brillants qui n'ont même pas eu le bac. Pour vous dire, hein, que même des gens comme ça qui avaient quand même des petites facultés en la matière, qui avaient des prédispositions, qui étaient quand même intéressés par la littérature et qui écrivaient pas trop mal, ne décrochaient pas le bac. Donc c'est pour vous dire qu'à l'époque, le bac c'est quand même plus proche de ce qu'aujourd'hui on verrait comme l'agrégation ou le CAPES, quoi. Et encore le CAPES lui aussi, apparemment, on le donne de plus en plus. Donc peut-être l'agrégation. Voilà. Le bac à l'époque était un diplôme difficile et justement qui était vu comme un truc qu'on ne donnait pas facilement et qu'on voulait pas que vous l'ayez, hein, entre guillemets. On voulait pas que vous l'ayez. On voulait que seulement une élite l'ait. Donc forcément, c'était plus exigeant, plus difficile. Donc en effet, pendant longtemps, le bac avait une valeur, forcément c'est une question de valeur, hein, voilà. Si moins de gens l'ont, si c'est plus difficile de l'avoir, mécaniquement, le bac a beaucoup de valeur. Si quelqu'un l'a, on se dit « Ah ouais, t'as le bac !» Ah ouais, carrément. Ah oui, effectivement. Et c'est vrai qu'à une époque, se dire bachelier, c'était quelque chose, hein. C'est pour ça que dans beaucoup de classiques comme ça, il y a le personnage qui dit je suis bachelier, mais il a juste à dire ça, c'est comme s'il disait qu'il avait Polytechnique, quoi. Voilà, ou Normal Sup. Donc, pendant longtemps, le bac avait effectivement une valeur importante. C'est vrai que, bon, il y a eu l'afflux d'élèves des années 1960, hein, des années 60, en fait, le lycée s'est démocratisé, le bac s'est démocratisé, les études supérieures se sont démocratisées après les années 60. D'ailleurs, ce qui a donné lieu à l'invention de l'exercice du commentaire de texte, qui a été conçu sur mesure, inspiré de la période structuraliste, hein, de l'époque structuraliste dans la critique littéraire, qui décide que le texte est plus important que le contexte, que le texte est plus important que les œuvres, etc., et que c'est une question de formalisme, de figure de style, etc., de procédé. Mais aussi et surtout, c'était un exercice qui avait l'avantage d'être accessible en fait à n'importe qui, même qui n'avait aucun bagage littéraire, qui n'avait pas lu, qui n'avait pas de culture littéraire générale et qui ne venait peut-être pas d'une famille illettrée. Vous voyez, c'est parce qu'on a eu toutes sortes de milieux sociaux dans les classes et que tout à coup il fallait réagir. Comment on fait pour faire classe à des élèves en fait de milieux et d'origines si différentes et du coup de culture littéraire générale si différents? Eh bien, il faut trouver un exercice qui met tout le monde d'accord. Et le commentaire de texte, c'était ça. Voilà, donc vous voyez déjà ça explique aussi l'exercice que vous faites aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de m'exprimer là-dessus dans une vidéo consacrée aux commentaires. Donc, déjà il y a ça. Mais forcément aussi, voilà, il y a de plus en plus de gens pour passer le bac. Si on avait rendu le bac toujours aussi difficile, quasiment personne ne l'aurait eu. Alors du coup, ça aurait peut-être gardé une certaine valeur, forcément, il y aurait peut-être 5% de réussite au bac et ça aurait été un truc de malade. Mais en même temps, il s'est passé un truc un peu dingue, c'est que de plus en plus d'emplois, de boulot dans le milieu professionnel demandaient le bac pour être reçu, pour être recruté. Alors évidemment, si on rend le bac impossible à avoir, mais qu'en même temps le milieu du travail l'exige de plus en plus, on crée une situation en fait où plein de gens ne sont pas recevables sur le marché du travail. Or, on a besoin de gens sur le marché du travail. Donc c'est vrai que peut-être comme ça, on ne sait pas trop en fait d'où ça vient, mais en tout cas, de plus en plus, ce qui est sûr, c'est que l'État a voulu que les gens aient le bac et a voulu gonfler les chiffres, hein. On connaît maintenant les chiffres astronomiques du bac, hein. On est passé à des trucs genre 97% de réussite, 98% de réussite. Soit les gens sont devenus tous des génies, ils sont devenus brillants, hein, soit clairement c'est de plus en plus accessible comme diplôme. C'est plus vraiment un enjeu. On a baissé un petit peu les attentes, les critères, etc. C'est clairement ce qui s'est passé. Donc on ne le donne pas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'État est presque plus occupé à vouloir avoir des chiffres dont ils peuvent se vanter, dire, vous avez vu, hein, nous on a presque 100% de réussite au bac, hein. Oui, d'accord, le chiffre est joli, mais du coup, qu'est-ce que ça signifie? Soit que vraiment tout le monde est brillant, c'est ce qu'ils aimeraient croire, soit que, clairement, on a tellement envie que les gens aient le bac qu'on fait en sorte qu'ils l'aient.
Donc je peux vous dire que, alors ça ne veut pas dire, encore une fois, attention aussi, ça ne veut pas dire que si vous ne l'avez pas, vous êtes une brêle, un imbécile, un abruti, vous ne servez à rien, vous êtes bon à rien. Vous mettez, faut pas non plus vous sentir insulté, tiens, si j'ai même pas le bac du coup, alors qu'on le donne, mon Dieu. Non, c'est plus compliqué que ça, et vous pouvez avoir plein de talents et de capacités par ailleurs dans d'autres domaines, il ne faut pas non plus se résumer, cette note n'est pas un destin et ça ne vous définit pas. Il faut aussi un petit peu comme ça, prendre un petit peu de caractère et d'assurance, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais voilà. Mais ça pour dire en tout cas que c'est vrai que, bon, pour finir sur ce truc-là, oui, le bac, le vrai, a des chances d'être peut-être un peu plus facile ou en tout cas un peu mieux noté que le bac blanc. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire reposer là-dessus. Si vous êtes quelqu'un qui est à 9 sur 20 de moyenne et que vous comptez sur le vrai bac pour vous repêcher parce que vous estimez qu'avec le même travail, vous aurez peut-être un 12, c'est un pari risqué. C'est un pari risqué. Voilà. Donc vraiment, ne misez pas sur le fait que voilà, le bac, le vrai, sera tellement gentiment noté que vos notes vont se métamorphoser. Il n'y aura pas non plus un écart si grand que ça. Ça peut se jouer, je pense, voilà, à quelques points, et puis même sur un coup de chance aussi, peut-être un correcteur qui est réceptif à votre style. Voilà. C'est vrai qu'il y a aussi le côté niveau général qui peut servir parce que il y a tellement le côté masse en fait du niveau général que tout ça se tasse un petit peu. Vous voyez, il n'y a pas l'effet d'une classe comme ça, peut-être plus ou moins brillante, plus ou moins douée, etc. Autre légende un petit peu corollaire à tout ça, la dissertation serait un exercice un peu mieux noté que le commentaire finalement, alors que plus difficile, encore une fois, dans le préjugé qu'on en a, justement parce que moins choisi par moins d'élèves, et du coup, voilà, ça distinguerait directement en fait un candidat quand on voit qu'il a pris la disserte directement, on a envie de mieux le noter, ce serait mieux noté, etc. Pareil, il vaut mieux, voilà, pas trop surestimer ce phénomène. Il ne faut pas en faire un pari parce que vous pouvez le perdre, voilà. Mais c'est vrai que le commentaire est plus massivement choisi, voilà, parce que beaucoup d'élèves se disent, moi, j'ai pas révisé, je ne sais pas trop, voilà, quoi dire en dissertation, j'ai pas les arguments, la culture générale suffisante, donc je prends le commentaire pour jouer la sécurité, et voilà, comme ça au moins le texte, de toute façon, tout le monde a la surprise du texte le jour même, et voilà, j'ai plus qu'à essayer de dire tout ce que je peux dessus. Et donc c'est vrai que mécaniquement, la dissertation est moins choisie. Et donc comme elle est plus rare et moins choisie, peut-être en effet on peut imaginer qu'il y a un effet de surprise agréable des correcteurs de dire tiens, quelqu'un qui prend la disserte, quelqu'un de courageux, et peut-être préjugé, de dire tiens, du coup peut-être quelqu'un qui se sent assez sûr de lui pour disserter, du coup qui a peut-être bien appris ses textes ou ses leçons, qui connaît bien la littérature, en tout cas qui est solide intellectuellement. Voilà, bon, ça peut créer des préjugés en votre faveur, mais attention, il faut être à la hauteur du préjugé, et ça peut créer aussi une bienveillance, genre tiens, voilà quelqu'un de courageux qui a osé l'exercice. Ça existe peut-être comme phénomène, mais entre le fait que ça existe et le fait que c'est si flagrant que ça, c'est différent. Et donc, encore une fois, c'est trop dangereux de tout parier là-dessus. Ne faites pas un pari là-dessus en disant que juste parce que vous prenez la dissertation, voilà, et qu'en plus le bac serait noté, le vrai bac, plus gentiment, votre note va passer d'un 7 à un 14. Non. Attention, il s'agit quand même de savoir un petit peu ce qu'on fait. Donc si vraiment, c'est pas du tout notre truc la dissertation et qu'on préfère le commentaire, bah, prenez ce dans quoi vous êtes à l'aise. Si vous cartonnez en commentaire, pas de raison de vous priver, quoi. Alors, en fin de compte, réponse à la question. Le bac est-il surnoté? Eh bien, on est plutôt obligé d'admettre que oui. Déjà, il est surnoté, ça c'est sûr, relativement à ce qui pouvait se passer, à ce qui a pu se pratiquer avant les années 60. Et donc, plus on remonte dans le temps, plus c'est évident. Un diplôme qui était beaucoup plus difficile à obtenir et qui, même s'il n'était pas un concours, à une époque était quand même d'une certaine difficulté, d'une grande exigence, assez prestigieux. Bon voilà, ça s'est beaucoup démocratisé, on a vu ça. On peut dire aussi que le bac est surnoté, même en fait de nos jours, puisque c'est quasiment le principe de ce qu'on demande aux examinateurs. Tirez vos notes vers le haut. Quand vous devez changer la note, tirez-la vers le haut. Quand on fait comme ça les réunions, on synchronise un petit peu les notes, on les tire plutôt vers le haut, etc. Donc oui, il est vraiment concrètement, techniquement surnoté. On va surnoter légèrement. Alors voilà, la question c'est quelle est l'ampleur de cette surnotation? Pas si grande en réalité. En tout cas, encore une fois, quand on reste dans les proportions d'aujourd'hui. On a eu l'occasion de voir en fait, les raisons, plus ou moins bonnes ou mauvaises, qui pouvaient pousser les examinateurs, mais plus largement en fait l'éducation nationale et plus largement le gouvernement, la France, à un peu assouplir, parlons pas de surnotation, plutôt d'assouplissement de la note, de la notation, à assouplir en fait les notes pour le bac. Voilà, puisque bon, aujourd'hui les études supérieures se sont beaucoup démocratisées et que le bac est resté, et on peut remettre ça en question, pourquoi il le resterait, mais en fait est resté comment le passeport, le droit de passage vers les études supérieures. Donc bon, on serait bien embêté de bloquer trop de gens
vers ces études-là parce que, en fait, ça aurait des conséquences très concrètes sur le marché du travail. Vous voyez, tout ça est un petit peu imbriqué. Les intérêts des études supérieures, eux-mêmes soumis aux intérêts du travail, et le bac un peu comme ça en début de chaîne. Donc, pour toutes ces raisons-là, en fait, il serait contre-productif en fait d'empêcher des personnes en fait d'avoir le bac. Alors maintenant, on peut considérer ça comme dommage, hein, voire un gâchis, voire carrément un scandale. Parce qu'on arrive à une situation où concrètement, on accorde le bac, hein, ou en tout cas on accorde des notes décentes au bac à des personnes qui parfois ont à peine plus, voire à peine tout court, le niveau qu'ont pu avoir leurs parents, leurs grands-parents surtout, à ce qu'on appelait le certificat d'études, hein, qui était pourtant le diplôme minimum de l'enseignement à l'époque, hein, vraiment, c'était vraiment le minimum on pouvait avoir dans l'enseignement, hein, quand on faisait pas de lycée, quand voilà, on partait très tôt de l'école, souvent dans les familles très modestes ou chez les familles paysannes ou ouvrières. Et c'est vrai que bon, le certificat d'études était quand même le produit d'un enseignement beaucoup plus rigoureux, classique. Bon, pour ceux qui ont vu l'émission d'M6, hein, le pensionnat de Chavagne ou alors les autres émissions comme ça, où ils reproduisent un petit peu les codes de l'école, de Troisième République, etc. Un peu l'école un peu à l'ancienne, alors plus stricte, hein, parfois trop bien sûr, des choses qu'on n'accepterait plus aujourd'hui. Mais voilà, où on avait quand même un certain soin au niveau de la graphie, des connaissances de géographie, etc. Voilà, même de niveau orthographe. Bon voilà, il y avait comme ça comme un standing, on va dire, assez exigeant. Bon voilà, ne faisons pas non plus de passéisme excessif, ou alors ne tombons pas dans le côté un peu réac, hein, de la France à papa ou de la France à grand-papa. C'est pas ça le but non plus. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même la question du curseur, en fait, où on met les exigences là-dedans. Voilà, à quel moment, en fait, on est trop sévère et en fait, où on met nos priorités. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, ça reste quand même problématique que on accorde le baccalauréat à des gens qui techniquement font plein de fautes, ne savent pas écrire, ne savent pas formuler des phrases, ne sont pas bons en syntaxe. Bref, voilà, sont quasiment illettrés. On peut quasiment appeler ça illettrés. Ils ne sont pas analphabètes, ils sont alphabétisés, mais ils sont illettrés, en dépit des efforts fournis avec le français pour les lettrer justement, hein, pour lettrer ces personnes-là. Évidemment, et j'ai bien l'occasion de constater, hein, dans mon activité de professeur à domicile, aujourd'hui, on est entouré de personnes dysorthographiques ou dyslexiques, etc. Bon, aujourd'hui, voilà, plein de mots qui existaient déjà avant, ou des pathologies, ou des choses comme ça, en fait, sont apparus au secours des personnes qui ne savent pas écrire, ont une mauvaise orthographe, ou ne savent pas s'exprimer, pour en fait, donc comme ça, pathologiser en fait, ce qui est en fait un défaut, une tare, hein, normalement, hein, mais voilà, là on le pathologise. Donc le principe de la pathologisation, c'est qu'en fait, d'un coup, c'est plus de votre faute. Forcément, si vous êtes malade, en quelque sorte, ce n'est plus de votre faute. Donc déjà, déresponsabilisation. Hein, déjà, voilà, on vous enlève la responsabilité de vos erreurs. Mais ça implique aussi du coup qu'on ne peut rien y faire. Hein, la pathologisation, c'est aussi bien une déresponsabilisation que le côté ça ne s'améliorera pas, c'est un état de fait, c'est comme ça, tu es malade, tu ne peux pas écrire, tu es dyslexique, tu es dysorthographique, donc on laisse tomber. Donc en plus de cette déresponsabilisation et de cette résignation, il y a aussi autre chose qui se passe de plus en plus, c'est là qui devient quand même surréaliste, c'est que on a de plus en plus de personnes qui sont qualifiées de dysorthographiques ou de dyslexiques tout en étant soi-disant reconnus HPI, hein, haut potentiel intellectuel. Alors c'est intéressant, hein, c'est-à-dire que précisément parce qu'ils sont haut potentiel intellectuel, ils ne peuvent pas se concentrer, du coup ils ne peuvent pas bien écouter en cours, ils sont en métier hyperactif, ils ne peuvent pas lire, et ils sont dysorthographiques, donc ils ne savent pas écrire correctement. Avouez que c'est quand même intéressant comme haut potentiel intellectuel de ne pas savoir se concentrer, pas savoir lire et pas savoir écrire. Hein, voilà, ça se demander où est le potentiel, il doit bien se cacher en tout cas le potentiel intellectuel. Hein. Voilà, donc bon, c'est vrai que c'est marrant parce que la définition du surdoué aujourd'hui, du haut potentiel intellectuel, a beaucoup changé. À une époque, bon, un surdoué, un HPI, enfin, ça ne s'appelait pas encore HPI, mais voilà, c'était un profil d'élève très concentré, très appliqué, qui avait des capacités comme ça de concentration, d'effort, de réflexion, d'efficacité comme ça, de logique un peu supérieure, ce qui fait que normalement il était plus efficace. Et donc forcément, ça se ressentait sur le temps qu'il mettait à faire ses devoirs, son autonomie dans le travail, et bien sûr ses résultats en sciences comme en lettres, et donc l'orthographe. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même surréaliste parce qu'on est entouré d'une armée, alors, déjà c'est suspect en soi, déjà le nombre de HPI, de surdoués, de gens si spéciaux, mais qui précisément parce qu'ils sont surdoués et HPI, ne savent pas écrire, ne savent pas se concentrer, ne savent pas lire. Voilà, bon, écoutez, très intéressant tout ça. Voilà, donc, bon,
évidemment, avec la multiplication comme ça de ces profils atypiques, ces espèces d'exceptions, ou alors même carrément ces cas où, parce que ce sont censés en fait être des défauts, voire parfois des marques quand même, plus d'être surdoué, quasiment plutôt de tout le contraire, deviennent en fait voilà, des marques d'excellence. Donc évidemment, quand vous faites aujourd'hui, du fait de ne pas savoir écrire, une marque d'excellence, bon, c'est sûr que là, voilà, on est un peu dans l'irrationnel. Bref, toujours est-il que, effectivement, on se retrouve avec aujourd'hui comme ça cette complaisance ou cette indulgence extrême, eh bien, à laisser passer dans le monde des études supérieures, hein, puisque c'est encore une fois ça que fait le bac, hein, c'est un rituel de passage, eh bien, des personnes qui ne savent pas écrire. Ce qui est quand même, encore une fois, là aussi, ça questionne, c'est un comble, parce que bon, ils ont eu le bac, on leur a donné l'autorisation de passer aux études supérieures, ça peut être du droit, ça peut être des lettres, ça peut être bon, des sciences, etc., ou alors des formations plus professionnalisantes, etc. Mais en tout cas, voilà, les études supérieures, alors qu'ils ne savent pas écrire. C'est-à-dire que le bagage minimum, normalement, de 4 années de collège et de 3 années de lycée, ils ne le maîtrisent pas. Puisque normalement, voilà, au cours de 5 années de primaire, de 4 années de collège et de 3 années de lycée, on est censé maîtriser la grammaire. C'est bien d'ailleurs pour ça qu'on arrête de faire de la grammaire au lycée. On considère que ça a été acquis au collège et avec l'école primaire. Bon, il y a comme ça une succession comme ça d'acquis normalement. Hein, voilà, on nous laisse passer au collège, on nous laisse passer au lycée pour vérifier en fait l'acquisition de ces connaissances. Donc il y a quand même un souci avec aussi, bon, évidemment, le tabou du redoublement, qui est un débat en soi, on ne va pas revenir là-dessus. Hein, le redoublement, ça peut avoir ses énormes défauts. Mais bon, voilà, à un moment donné, si on ne fait pas redoubler et si les diplômes ne sont pas disqualifiants, en tout cas pas assez, à quel moment dans la vie on a un effet comme ça de barrage, hein, de frontière, où on se dit, désolé, mais là pour passer à ce niveau-là, pour passer à cette échelle-là, il faut savoir faire ça et ça. Et si on ne sait pas le faire, désolé, vous ne pouvez pas passer, vous ne pouvez pas y aller. Voilà. Alors évidemment, aujourd'hui, ça sonne comme élitiste. Hein. Et bien sûr, l'élitisme, c'est de droite. Et aujourd'hui, bien sûr, il faut être de gauche. Hein. Voilà, il faut, pour être quelqu'un de bien, hein. Sinon on est quelqu'un de mauvais, d'élitiste, de cruel, de capitaliste, etc. Bref, un monstre. Il y a peut-être des tabous comme ça qui sont si créés parce que voilà, il faut de l'inclusivité, il faut que tout le monde soit sur un pied d'égalité. Donc voilà, là c'est l'éternelle confrontation et débat qu'on ne réglera pas ici, qui est sans fin, voilà, entre le côté inclusif, d'accepter presque tout le monde, quitte à parfois un peu baisser le niveau, hein, le fameux nivellement par le bas, mais en tout cas voilà, qu'il faut prendre comme référence les élèves qui ont le plus de difficultés pour un peu essayer de les encourager, de les intégrer, ou est-ce qu'au contraire, en fait, il faut vraiment se focaliser sur les bons élèves et quitte en fait à perdre ou à larguer les autres, voire à faire de la sélection, tout ça, bon, selon en plus les pays, etc., il y a des politiques différentes sur ça. Et c'est des débats un petit peu épineux hein, aussi, hein, qui jouent en plus sur les insécurités de chacun. On sait le traumatisme que peut être pour beaucoup l'école, ou le fait comme ça d'avoir été traité en mauvais élève, d'avoir des difficultés. Enfin, bon, en plus, parfois, on peut avoir des difficultés dans une matière et puis être au contraire brillant dans une autre. Hein, donc, en plus, être brillant ou larguer, c'est pas comment un absolu. Hein. On a surtout chacun un peu nos points forts, etc. Encore une fois, tout ça, c'est très complexe. On ne résoudra pas ça ici. Mais c'est vrai qu'on peut quand même, cependant, voilà, se déplorer que on soit, et là je pense entre autres aux matières littéraires, parce que bon, c'est de ça dont il s'agit essentiellement dans ce cycle, hein, je me concentre sur les matières littéraires que je maîtrise le mieux. On peut déplorer en fait comme ça le manque d'exigence, hein, parce que finalement on ne fait que repousser le problème. C'est-à-dire que si on n'est pas plus strict au brevet, ok, bon, on laisse les gens entrer au lycée, donc ils arrivent au lycée avec des difficultés en grammaire, en expression écrite, en graphie, en orthographe, en compréhension de texte, etc. Bref, voilà, des difficultés qu'on a laissé passer. On a laissé ces gens-là passer au lycée. Ok, ils arrivent. Du coup, le niveau, est-ce qu'il est au lycée? Bon, ces gens qui ne sont pas déjà d'un niveau dingue au lycée, parfois à qui on a un petit peu donné, entre guillemets, le brevet, ces gens-là, ensuite, passent le bac. Et là, c'est la même chose. C'est qu'en fait, on ne veut pas les décourager, ou alors on ne veut pas un peu comme ça priver plein de gens du bac, on ne veut pas pourrir les statistiques, et on laisse passer. On se dit, bon, allez, c'est bon, c'est pas grave, l'école des fans, etc. On donne le bac, après on joue un peu sur le côté mention, tout ça, mais voilà, on les laisse avoir le bac, on est indulgent. Ok, mais vous savez, le niveau et les difficultés, ça finit toujours par se payer à un moment donné. On finit toujours par le payer. Si c'est pas maintenant, c'est plus tard. Et plus ça arrive tard, plus en fait c'est violent. Plus la dette s'accumule et est violente. Et là, typiquement, le grand mur, ça va être souvent les études supérieures. Non pas le fait d'y entrer, parce que encore une fois, elles sont très accueillantes, les études supérieures. Il y a pas de. Je parle bien de la fac, là, je parle bien de l'université, etc. Je parle pas des écoles plus sélectives, mais quoique, le coût des écoles, c'est aussi intéressant. Voilà, Parcoursup, c'est tout un monde en soi, et bon, c'est très anxiogène pour tout le monde, et c'est pas très très bien foutu. Donc voilà, là aussi, c'est tout un sujet à part entière. Mais c'est vrai que, justement,
le fait qu'il n'y ait peut-être parfois pas assez de sélection à la source, soit au lycée, soit avec le bac, crée beaucoup aussi le trouble avec Parcoursup. Parcoursup, c'est la merde. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop de monde. Il y a tellement de monde, il y a tellement de demandes pour finalement pas tant de place que ça crée cet engorgement. Si la sélection était faite plus naturellement, plus progressivement en amont de tout ça, il y aurait juste le nombre adéquat de candidats en France pour un certain nombre de places en études supérieures. Et il n'y aurait pas cet effet comme ça anxiogène de liste d'attente et tout. Voilà. Donc pourquoi il y a des listes d'attente? Parce qu'il y a beaucoup trop de demandeurs pour pas assez de places. Alors pourtant, on dit qu'on recherche comme ça dans des secteurs un peu en crise, des trucs. Je ne connais pas les coulisses absolues de tout ça. Mais donc c'est un petit peu symptomatique du fait que plein de gens se retrouvent avec le bac, qui peut-être, parfois certains n'auraient pas dû l'avoir. Et toutes ces personnes qui ont le bac, du coup, sont légitimes à demander des études supérieures, une place en études supérieures, mais les écoles ou les facultés se retrouvent en fait avec un nombre énorme d'élèves à gérer. Et comme ils n'ont pas été assez départagés à la base par des notes ou par la difficulté des diplômes, c'est aux écoles de les départager. En fait, finalement, aujourd'hui, la sélection se fait assez brutalement par les écoles elles-mêmes ou par les universités, en fait, qui eux, sélectionnent les dossiers. C'est ça qui fait presque office de bac, parce que le bac, ne voulant, entre guillemets, plus dire grand-chose, il y a cette sélection beaucoup plus violente qui doit s'exécuter en toute fin de parcours, et puis qui va continuer de se faire après, parce que même quand on est accepté dans un parcours ou une école, et entre autres même à la fac, là encore, ça peut être violent pour les élèves, parce que des élèves qu'on a un peu caressés dans le sens du poil, à qui on n'a pas été assez rigoureux ou strict ou sévère au brevet, au lycée, au bac, arrivent, pas en terrain conquis, mais enfin arrivent sans trop se méfier, ou en croyant avoir été validés dans leurs compétences, donc en études supérieures, et découvrent une réalité parfois brutale, qui est l'autonomie du travail, devoir se gérer tout seul, la discipline, la rigueur, l'importance de l'orthographe, les exigences en termes d'expression écrite, les exigences en termes de compréhension de texte, de lecture, d'écoute aussi, de concentration. Bref, ils arrivent dans un monde, entre guillemets, très responsabilisant, très adulte, où on est soit en amphi, soit en TD, on doit gérer son travail personnel, et il est énorme. Donc il faut tout d'un coup fournir une quantité de travail, d'attention, de concentration, d'effort, et des capacités minimum en termes d'écriture, d'expression écrite et de compréhension écrite que parfois ils n'ont pas. Et donc souvent, là en fait, à la fac, on est beaucoup plus strict parce qu'on considère, non, désolé, attends, on ne peut plus accepter ça, là vous êtes des adultes, vous n'êtes plus des gamins, vous arrivez, vous avez 18, 19, 20 ans, vous avez eu le bac, normalement le bac est censé quand même valider vos années de lycée, eux-mêmes qui validaient vos années de collège, eux-mêmes qui validaient vos années de primaire, où vous avez appris les bases. Si vous ne les avez pas, ce n'est pas notre problème. Nous là on est à la fac, ou alors plus prestigieux encore, on est en prépa, ou alors on est en telle école ou telle école. On n'est pas là pour vous apprendre la grammaire, on n'est pas là pour vous apprendre à lire, on n'est pas là pour corriger vos fautes d'orthographe ou de conjugaison de gamins de CM2. Donc ça va saquer. Les notes vont se ressentir. Et là, on se retrouve avec des gens qui foirent leur première année de fac. Le taux d'échec en première année de fac est très important. Beaucoup de gens font demi-tour, partent, se réorientent, etc. Il y a aussi beaucoup de réorientation aujourd'hui. Alors ça, c'est une bonne nouvelle, bonne nouvelle quand même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, rien n'est figé. Quand on s'est trompé de chemin, ou quand un chemin finalement n'est pas pour nous, ou qu'on n'est pas à la hauteur, eh bien, on peut faire demi-tour, on peut changer d'avis, on peut passer ailleurs, etc. On peut toujours se rattraper. Heureusement que le système n'est pas non plus un destin avec un grand D. Mais bon, vous voyez, le système, comme en tout cas, ne laisse pas n'importe qui faire n'importe quoi. À un moment donné, comme on se fait rattraper par toutes ces erreurs, toutes ces lacunes qu'on a balayées sous le tapis, nous rattrapent et peuvent se retourner contre nous, nous faire du tort, et la sanction tombe, et on peut se faire un peu jeter d'un parcours, d'un cursus, ou en tout cas les notes vont nous disqualifier d'office, parce que là on ne va pas nous faire de cadeaux, parce que des professeurs d'université ou d'études supérieures, eux, ne sont pas là pour nous cajoler, pour nous dire qu'on est tous extraordinaires, magnifiques, comme dirait Tyler dans Fight Club, que nous ne sommes pas tous des flocons de neige éternels et merveilleux, mais voilà, qu'on a le niveau qu'on a, et ce niveau, il est soit suffisant, soit pas suffisant. Et vous voyez, on retrouve quasiment le même problème qu'il y a avec le piston. Alors là, c'est pas du piston pour le coup, ce dont on parle, mais avec le problème du piston, c'est la même chose en fait. C'est-à-dire que le piston, oui, bien sûr, ça ouvre des portes, oui, bien sûr, ça raccourcit certains chemins, oui, bien sûr, ça permet d'accéder à des choses ou d'avoir sa chance dans les endroits où peut-être quelqu'un d'autre l'aurait pas eu. Donc a priori, ceux qui en bénéficient peuvent se dire ouais, super, alors là, comment j'ai cramé les étapes. Et ceux qui voient les autres en bénéficier peuvent se dire oh là là, mais c'est de la triche, c'est trop injuste, etc. Oui et non, parce que le piston,
oui, on donne sa chance à quelqu'un qui a un piston. Il va pouvoir en fait, accéder à une place et c'est injuste, peut-être que quelqu'un d'autre aura mieux mérité. Mais ça ne donne pas les compétences qu'on n'a pas. Ça donne juste sa chance, peut-être de faire ses preuves, mais si on ne les fait pas, ses preuves, croyez-moi, ça va mal se passer. Soit la personne ne va pas pouvoir garder le job parce que en fait ou la place parce que simplement elle n'est pas à la hauteur et elle ne fait pas ce qu'on lui demande. Et donc bah désolé, à un moment donné, on a besoin que le boulot soit fait et qu'il soit bien fait. Donc on va être obligé de virer cette personne-là. Ou alors la personne est effectivement très douée, alors elle aura bénéficié d'un piston malheureusement, mais comme elle fait très bien le boulot, après tout, peut-être que c'est elle qu'on aurait recruté, c'est juste que voilà, on a privilégié des gens qu'on connaît. Je dis pas que c'est bien, mais à l'arrivée, ce qui intéresse les gens dans la vie, c'est les compétences et c'est ça dont on a besoin. Dans tous les domaines de la vie, on a besoin de gens simplement qui font bien le job, qui font bien le boulot, quel qu'il soit. Donc soit ils le font bien et c'est super, soit ils le font mal. Et dans ce cas, à un moment donné, croyez-moi, ça va pas tenir. Ils peuvent être pistonnés tout ce qu'on veut. S'ils font des catastrophes, s'ils font conneries sur conneries, s'ils font de la merde, s'ils restent en place, ils vont être détestés des gens. On va les détester, ça va pas être tenable en fait, parce que ils font de la merde et pourtant ils resteront. Donc non, voilà, ça montrera ses limites et ils seront obligés de partir. Donc à un moment donné, il n'y a pas d'échappatoire. On finira par ou payer pour les difficultés qu'on a, les lacunes, les choses qui ont été trop tolérées avant. Soit au contraire, on a des compétences réelles, ou alors on a un grand sens du travail pour compenser nos lacunes. Et là, ça va finir par être récompensé. J'ai pas envie de vendre du rêve et surtout, j'ai pas envie de tomber dans ce mythe de la méritocratie qui malheureusement, bien malheureusement, n'existe pas assez ici. Mais en tout cas, bon, normalement, quand même, il y a moyen que ça paye. Alors, en disant tout ça, je ne veux surtout pas avoir l'air de quelqu'un qui prend le bac premier degré et comme quelque chose qui devrait voilà, refléter un certain niveau d'excellence que l'on demanderait à tout le monde, que tout le monde devrait avoir, etc. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup défendu les matières littéraires, le français, la philosophie et les exercices du commentaire et de la dissertation. Et croyez-moi, j'en étais le premier surpris parce que je déteste le commentaire, en particulier la dissertation, beaucoup moins déjà. Mais voilà, en tout cas, ce sont des exercices que je trouve très contestables, très critiquables. Il pourrait y avoir d'autres façons d'évaluer. En fait, c'est pas tant les deux exercices en eux-mêmes que je critique, que je déteste, parce que finalement, commenter un texte ou disserter sur une question, je trouve ça très intéressant, mais c'est plutôt ce qui est demandé. Que en commentaire de texte, tout se concentre sur les figures de style, ça pour moi c'est le pire qu'on puisse faire, et que dans les dissertations, les questions soient aussi vaseuses, à la fois aussi pointues et détaillées sur une œuvre et en même temps aussi vaines, au lieu de s'inspirer de ce qui se pratique, de ce qui se fait dans le bac professionnel. Dans le bac pro, les questions sont beaucoup plus larges, vastes, ressemblent plus à de la philosophie quasiment, et à des questions que tout le monde pourrait se demander sur l'intérêt d'une éducation littéraire, à quoi sert la littérature, est-ce que la littérature peut nous aider à aller mieux, à vivre mieux, à mieux penser, etc. Enfin oui, des questions plus quasiment d'ordre général et aussi quasiment de développement personnel, il faut quasiment le dire. Et donc finalement, pour moi, les meilleures épreuves, ce sont celles du bac pro, le bac professionnel. Si vous regardez les sujets de bac pro, les épreuves sont beaucoup plus intéressantes et pour moi appellent davantage à se poser des questions. Donc c'est paradoxal parce que on a une vision, en tout cas une vision nous est imposée, nous est donnée du bac professionnel comme une espèce de sous-épreuve, quelque chose inférieur au bac général. Mais il n'y a pas photo un instant entre l'intérêt d'une épreuve de bac pro et l'intérêt d'une épreuve de bac général. Le bac pro est beaucoup plus intéressant et me semble beaucoup plus formateur en termes de questionnement personnel. Et justement, puisque je parle de bac pro, je saisis l'occasion de dire que c'est un des problèmes en fait, un des principaux aspects du problème autour du bac. Le bac, il est aussi devenu ce qu'il est, à la fois une espèce de perte de valeur ou de sens par rapport à ce que représente ce diplôme, cette épreuve, et la notation qui s'ensuit, puisque bon, voilà, c'est devenu une espèce comme ça de diplôme indispensable pour accéder au monde du travail. Or, c'est une épreuve qui n'est pas non plus si facile que ça, et malgré le mal que l'on se donne pour mieux la noter, pour la noter plus gentiment, pour essayer de tirer la note vers le haut et pour obtenir de meilleures statistiques. Mais pourquoi parmi tous les autres diplômes possibles, on parle bien de diplôme, pas de concours, un concours c'est avec un numerus clausus, avec un nombre limité de places, et que le meilleur gagne, et souvent avec des notations très très sévères. Là on parle d'un diplôme, c'est-à-dire que ça se contente juste d'évaluer des connaissances, vous avez le diplôme, vous ne les avez pas, vous n'avez pas le diplôme. Mais il y aura autant de diplômes délivrés qu'il y aura de personnes qui auront eu une note suffisante, qui auront eu la moyenne. Donc ça reste quand même très large. Mais pourquoi de tous les diplômes possibles, et peut-être à réinventer ou à inventer plus tard, il faut que ce soit le bac en particulier qui soit devenu cette espèce comme ça de passeport, de passage incontournable. Et il est là le problème, parce que ça pourrait prendre plein d'autres formes différentes et ça pourrait être un autre bac en particulier. Et quand on regarde concrètement, très concrètement, les métiers que les gens veulent faire dans la vie, pour la plupart, ou qu'ils finiront par faire, en fait, un bac pro suffirait largement et serait même beaucoup plus intéressant. Et
Au-delà même du bac pro, peut-être d'autres encore types de diplômes, parfois même peut-être un brevet des collèges d'ailleurs. Donc c'est cette espèce en fait de course comme ça, au niveau toujours le plus élevé, au diplôme le plus élevé, qui crée en fait une surenchère absurde et ridicule, et complètement inutile, par rapport à ce que sont vraiment les vrais attendus des métiers plus tard. Mais ça, c'est encore une fois à cause de l'essor du tertiaire, hein, du secteur tertiaire, parce que en vrai, il y a plein de domaines où on n'a pas besoin de toutes les bêtises qu'on nous fait ingurgiter au bac. En vrai, le baccalauréat général et tel qu'il se pratique, ça devrait rester techniquement une espèce de diplôme, non pas d'élite, enfin un diplôme d'excellence dans les matières scientifiques ou littéraires qui ouvre la voie soit aux études d'ingénieur ou scientifiques assez poussées, soit eh bien, aux études de lettres, les études lettrées qui demandent un certain niveau, et là où effectivement il est quand même très important d'avoir orthographe, expression écrite irréprochable, capacité à commenter les textes, à disserter, pourquoi pas toutes ces connaissances autour de la littérature et de la philosophie, mais pour la majorité des gens, sans doute que cela ne sert à rien. Et donc on devrait arrêter de rendre le bac indispensable à la progression dans la vie active, parce que pour la plupart, ça ne reflète absolument pas les capacités qu'on leur demande. Donc peut-être qu'il y a plein de gens effectivement qui ne savent pas écrire, peut-être qu'il y a plein de gens qui ne savent pas commenter, peut-être qu'il y a plein de gens qui ne savent pas disserter. Mais est-ce si grave? Est-ce si grave en réalité par rapport à ce que concrètement ils vont faire plus tard ou vont vouloir faire plus tard? Et donc si on réalise ça, eh bien peut-être qu'on acceptera davantage l'idée que ces personnes-là en fait n'aient pas le bac général, mais que le diplôme qui leur est demandé pour valider toutes leurs années d'études du primaire au lycée, ce soit autre chose, peut-être un bac professionnel, peut-être encore autre chose à inventer. Mais malheureusement, et vous l'aurez constaté et remarqué hein, depuis le début de votre scolarité, on est dans un pays qui marche sur la tête complètement absurde, qui a culpabilisé les études professionnelles. Je pense qu'on l'aura tous remarqué. Hein. Qu'est-ce qu'on dit maintenant depuis des décennies aux gens qui ne sont pas assez bons à l'école, qui n'ont pas d'assez bons résultats, ou alors carrément au cancre. Hein. Voilà, enfin bref, toute personne qui n'est pas un bon élève, on lui dit, tu vas finir en techno, tu vas finir en bac pro, tu vas finir en voie de garage, hein. Alors déjà, passons outre le fait que c'est méprisant pour le monde du garage, on a peut-être avoir envie d'être garagiste dans la vie, hein, voilà, d'adorer les voitures, la mécanique, etc. Bref, mais vous voyez, ce dénigrement des travaux manuels et des métiers manuels, le dénigrement, tout le monde n'est pas fait pour cela et tout le monde n'aime pas cela. Moi, typiquement, j'étais un intellectuel, c'est sûr que moi, ça me faisait pas du tout envie. Et moi, ça marchait sur moi de me faire peur avec ça parce que c'était tellement contraire à ma vocation, tellement contraire à ce que je savais faire et voulais faire, que effectivement, si on me disait qu'on allait me priver d'un parcours type général et me forcer à aller apprendre un métier manuel, moi, ça me rendait personnellement malheureux parce que moi, ça ne me correspondait pas. Mais, mais en fait, suis-je vraiment représentatif ou suis-je vraiment la majorité? Non. Il y a sans doute plein de gens pour qui un métier manuel, entrer dans le monde du travail et faire ces métiers-là, mais c'est une vocation. C'est même pas que c'est par défaut, c'est une vocation, c'est une véritable envie et ça correspond à leur domaine de compétences, à leur talent. Et en plus, métier manuel, c'est tellement large et en fait, en réalité, que se passe-t-il aujourd'hui? Ce sont des métiers qui sont en crise. Aujourd'hui, là, tout ce qui est Pôle emploi, France Travail, ils sont en galère pour trouver des gens qui veulent bien faire ces métiers-là. Et résultat, qui va les faire hein? Les fameux immigrés, hein, dont personne ne veut, mais enfin bon, hein, personne ne veut faire le boulot. Donc du coup, ben, tout le monde est bien content de trouver des immigrés pour faire le boulot. Alors, j'ai déjà traité toutes ces questions-là dans un podcast nommé Le Travail, un long podcast où je fais le point sur la notion du travail. Je vous y renvoie si ça vous intéresse. Mais vous voyez, on marche sur la tête. Parce que c'est comme si en fait on voulait à tout prix forcer tout le monde à être des intellectuels. Et vous voyez, en plus, il y a cette connotation bizarre en fait que intellectuel, intelligent. Comme si en fait il n'y a pas d'autre façon d'être intelligent ou d'exercer son intelligence. Comme si en fait on ne pouvait être intelligent qu'en étant intellectuel et intellectuel qu'en faisant une filière générale et en faisant des lettres, de la philosophie et la fac, etc. Mais en fait, c'est pas ça l'intelligence. Donc vous voyez, c'est cette idée insidieuse que vous voulez être intelligent. Bah oui, qui ne veut pas d'un enfant intelligent? Qui ne veut pas être intelligent? Ah bah attention, hein, les autres filières c'est pour les brels, hein, attention c'est pour les teubés, c'est pour les attardés, hein, c'est pour vraiment ceux qui savent rien faire mentalement. Non, non, quand on est vraiment brillant, on va là. Et ça installe cette idée horrible qu'il n'y a que en ayant le bac général, et tous les parents tombent dans le panneau, tous les parents ont sauté à pieds joints dans ce délire, et le nombre de parents qui se font une maladie que leur gamin ait le bac avec mention, et ne supportent pas l'idée que leur gamin ait autre chose que le bac, sinon il a raté sa vie, c'est un raté, il est décevant, et puis c'est la honte par rapport, et puis qu'est-ce qu'on va dire aux autres parents, on va passer pour des attardés, mais c'est horrible, et c'est complètement à côté de la plaque. Que veut faire votre enfant?
Mais si on est passionné de mécanique, si on est habile de ses mains, si on sait fabriquer des objets, si on sait réparer des objets, si on sait fabriquer des beaux meubles avec du bois, avec des matières nobles, etc., on a ce savoir-faire ancestral qui est en train de se perdre, de fabriquer des beaux meubles avec du bois, ou d'être luthier, fabriquer des instruments de musique, ou alors d'être boulanger, d'être pâtissier, d'être cuisinier, la cuisine quand même, etc. Enfin, le truc est juste essentiel. On est quand même parti de là à la base, hein, quand même, hein. Les métiers les plus importants en réalité pour la survie de l'espèce et donc les plus nobles, si on associe la noblesse à l'importance, ce sont les métiers manuels. Ce sont les métiers qui fabriquent des objets, des outils, qui nous aident en fait à construire des maisons. Oui, le bâtiment, construire des maisons, construire des habitats. Ce qui est de plus beau que construire une maison pour les gens, construire l'habitat des êtres humains. Ou voilà, être comme ça dans le bâtiment, construire des édifices, fabriquer des objets, fabriquer des meubles, préparer la nourriture, l'alimentation, récolter la nourriture, hein, être agriculteur, etc. Mais tous les métiers les plus beaux, les plus importants quasiment, si je mets de côté tout ce qui est médecin, hein, la médecine, etc., devenir docteur, où là, c'est effectivement de grosses études, mais ne nécessitent pas des bacs plus 5, plus 10 ou je sais pas quoi, ou des matières littéraires. Voilà, ils sont accessibles dès après le collège ou très rapidement au lycée, et avec des diplômes beaucoup plus faciles, donc bonne nouvelle, beaucoup plus faciles, mais surtout qui sont ciblés sur les compétences que l'on recherche et qui vont surtout favoriser le concret, le manuel. Et ça, je peux dire que plein de gens n'en sont pas capables. Et c'est vrai que c'est une tragédie qui se vit dans la scolarité que les filières intellectuelles, en fait, certes ont été encouragées, ça tant mieux, parce que pendant longtemps, en fait, elles ont été verrouillées, fermées, censurées, elles n'étaient réservées qu'à une élite. Donc ça, effectivement, on peut dire qu'il y a eu un plus dans le fait que on arrête de réserver ça à une élite et on décide que tout le monde a sa chance pour accéder à ces filières intellectuelles. Mais de là à ce que tout le monde ait sa chance, et de là à ce que ce soit la seule chance de tout le monde, donc estimer qu'il n'y a que ça qu'on puisse faire, que ça qu'on doit faire, et c'est le passage obligé même pour des métiers qui n'ont rien à voir, qui n'en demandent pas tant, ça devient ridicule. Et évidemment, comme si ce n'était pas suffisant, culpabiliser, dénigrer, traiter en fait en voie de garage bien, des belles filières qui mènent à des métiers pour lesquels vraiment pour le coup faire des commentaires, des dissertes ne sert absolument à rien. Alors certes, hein, encore une fois, comme je l'ai expliqué, ça exerce l'esprit critique, ça apprend à organiser sa pensée, ça apprend des choses comme ça. Oui, pour structurer le cerveau, ça reste intéressant, on va s'accrocher à ça. Mais il y a quand même d'autres façons de développer ses capacités que s'infliger la filière générale. Et donc voilà, c'est déplorable. Donc dans ce métier, on a un problème avec ça. Il faut qu'on arrête de dénigrer les métiers manuels qui ne sont pas des sous-métiers. Au contraire, c'est presque des sur-métiers d'ailleurs. En tout cas, on ne va pas faire d'hierarchie ici. Ce sont des métiers à part entière qui ont leur fonction dans la société et qui ont leur vocation et leur talent et leurs compétences que nul autre ne peut avoir. Et il faut arrêter de dénigrer du coup les filières professionnelles et les filières techno qui mènent à ces métiers. Il faut même arrêter de dénigrer le fait de vouloir quitter l'école, de dire que à partir de la troisième, voilà, on a fait le tour du sujet, on sait écrire, lire, compter, hein, à la base, hein, l'école, écrire, lire, compter, hein, on est alphabétisé, voilà, on a le bagage minimum, mais que voilà, maintenant c'est l'école de la vie qui va prendre le relais parce que voilà, on n'est pas branché école, on n'aime pas rester assis pendant des heures à écouter, on n'est pas attiré, on n'a pas d'appétence spécialement pour voilà, les disciplines intellectuelles, aussi bien les mathématiques que pour les lettres, la philosophie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas pour ça qu'on est inutile, qu'on sert à rien, qu'on est un parasite, et au contraire. Voilà, mais du coup, voilà, notre chemin au niveau de l'école s'arrête là et qu'un autre chemin commence. Et donc il faut arrêter de dénigrer, de culpabiliser ça. Il faut que les parents arrêtent, mais comme toujours, hein, de toute façon, les parents de mettre des enjeux de réputation, voilà, d'image, voilà, de vouloir se grandir à travers leurs enfants et que plus voilà, ils iront loin et plus ils seront avocats, médecins ou bac plus 10, 15, 20, 25, 30, pourquoi pas, hein, pour les rendre fiers, hein, pour pouvoir se la péter en société. Il faut que les parents arrêtent d'utiliser leurs enfants comme une espèce comme ça de prolongement d'eux-mêmes, soit des études que eux n'ont pas pu faire, soit au contraire voilà, de faire comme eux, hein, de suivre le même parcours qu'eux, hein, parce qu'attention, ça fait 3 générations qu'on est médecin dans la famille, hein, j'ai connu ça. Hein. Voilà, et du coup, bon, il est hors de question que mon enfant ne soit pas médecin, sinon ce sont des études hyper exigeantes, déjà difficiles. Ensuite, même si on est intéressé par ça, voilà, il faut quand même avoir le niveau, il faut quand même y arriver. Et même si on a le niveau pour y arriver, il faut quand même que ça nous rende heureux, que ça nous fasse envie. Et donc voilà, et le bonheur de votre enfant, que veut-il faire? Que se passe-t-il si lui, son plaisir, c'est de fabriquer des gâteaux? Enfin, c'est quand même incroyable. Donc, franchement, les parents sont extrêmement responsables de la situation. Ils entretiennent les choses, ils marchent à vraiment tête baissée et sautent à pieds joints dans le problème. Et il faut qu'ils arrêtent de stigmatiser des métiers, des filières et de culpabiliser leurs enfants de faire ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. Si l'enfant veut être cheminot et conduire des trains,
Et j'en connais parce que je comprends. Chez beaucoup de garçons, par exemple, voilà, la passion des trains, de conduire des trains. Mais c'est super. On a besoin de gens qui emmènent les autres au travail, qui les emmènent voyager et qui conduisent nos trains. On a besoin de ce genre de métier. En plus, c'est cool. Ils pourront avoir voilà, gratuité totale des transports. Ils auront plein d'avantages. Voilà. Et si ça leur plaît, et quelle est l'utilité d'un bac littéraire voilà, ou scientifique là-dedans? Donc, il faut vraiment arrêter les conneries. Et il faut être à un moment donné un peu pragmatique. Et vous verrez qu'en plus, tous les problèmes se résoudront d'eux-mêmes parce que du coup, les voies seront beaucoup moins engorgées, les demandes pour les écoles ou pour certains bacs, etc. sont moins engorgées. Et tout ça va mieux se répartir. Il y a des métiers pour tout le monde, pour toutes les sortes de sensibilités, de capacités, etc. Et ils ont tous leur raison d'être. Je peux vous dire que pour la plupart des métiers, si du jour au lendemain ces métiers s'arrêtent de travailler, on est dans une sacrée merde. Et à chaque fois, les grèves sont là pour le prouver. Hein. On a beau dénigrer certains métiers, croyez-moi, quand ils arrêtent de travailler, on est bien dans la merde. Hein. Littéralement d'ailleurs, hein, parce que vous voyez, les éboueurs s'arrêtent de travailler, bonjour les dégâts. Hein. Les cheminots arrêtent de travailler, bonjour les dégâts. Hein. Les infirmières arrêtent de travailler, bonjour les dégâts. Voilà, on a besoin de tout le monde. Donc il faut arrêter comme ça de dénigrer des métiers. Donc c'est le coup de gueule, excusez-moi, final. Voilà, mais c'est vrai que à un moment donné, voilà, le bac, il faut aussi un petit peu redescendre. De toute façon, on s'en rend très vite compte une fois qu'on l'a eu, une fois qu'on est dans la vie active, à quel point on s'est monté la tête là-dessus, qu'en fait, ça n'a pas tant de valeur ou de sens que ça, et qu'on a été victime d'une vaste fumisterie, d'une grande mystification. Voilà, donc bon, voilà, il faut prendre un peu de recul par rapport à ça. Voilà, c'était la petite mise au point. Après, ça n'enlève rien au reste quand même. Hein. On peut quand même être alarmé, inquiété du fait que, arrivé au lycée, la plupart des gens quand même ont une orthographe très insuffisante, ne savent pas s'exprimer à l'écrit, ont des grosses lacunes en fait en termes voilà, comme ça, de compréhension ou d'expression écrite. Voilà, ça n'enlève rien au fond du problème que c'est vrai qu'à une époque, quelqu'un qui avait certificat d'études avait limite un meilleur niveau que quelqu'un aujourd'hui qui a le bac. Donc vous voyez, on retrouve quand même les mêmes soucis. Donc est-ce qu'il y a un problème en fait dans le type d'évaluation, dans le type d'enseignement? Voilà, bon là la question est sans fin et on ne va pas faire de politique ici. Alors, en guise quasiment de post-scriptum ou de petite friandise d'adieu avant la fin de ce podcast, je débunk rapidement une autre légende voilà, que j'ai souvent entendue. Alors, je ne sais pas si elle circule encore, hein, ça c'est des légendes urbaines qui circulent selon des générations, des époques, mais bon, peut-être que oui. Il y a peut-être en tout cas son équivalent. Voilà, il y a une légende selon laquelle il y aurait eu un élève, une année, qui aurait eu, je ne sais plus, 19 ou 20 ou 18 ou 17, enfin voilà, en gros une très bonne note en philosophie sur le sujet qu'est-ce que le risque? Et à cette question qu'est-ce que le risque? Le candidat se serait levé et aurait dit le risque c'est ça. Et aurait posé sa copie et serait parti. Et là, waouh, mon Dieu, incroyable, mon Dieu, quel génie. Bon, je pense que je vous apprends rien. Cet épisode n'a jamais existé. Mais alors là, pour le coup, hein, autant à l'époque du lycée, quand j'entendais, j'ai dit, mais ça existait ce truc-là, c'est quoi? C'est vrai ça? Ça m'est arrivé? Mais comment machin? Non, ce n'est jamais arrivé. Jamais, jamais, jamais. Je dis pas que c'est jamais arrivé qu'un gamin, un petit malin, un branleur, un cancre, tente un coup d'éclat comme ça. Je dis pas que côté élève, c'est pas déjà arrivé. Je serais pas étonné qu'un élève ait déjà tenté ce truc-là. Par contre, ce qui n'est jamais arrivé, c'est la note. Et c'est la réaction de l'enseignement. Jamais c'est arrivé un truc pareil. Jamais on mettra une bonne note à un candidat comme ça. Si le gars fait ça, il se fait éliminer. C'est zéro ou alors c'est élimination. Ce qui revient au même, en gros, un zéro c'est éliminatoire. Voilà. Donc il est disqualifié du bac en fait. Alors ça, je peux vous le garantir. Alors certains diront, ouais, enfin quand même, franchement, il a répondu à la question, et puis il l'a répondu avec panache, avec éclat, il a fait un truc un peu à la Socrate, là, il a fait un truc un peu comme ça, de grand philosophe provocateur, hein, voilà, après tout, il a répondu au sujet, le risque c'est ça. Alors non, il n'a pas répondu au sujet. Il a donné une réponse de ce qu'est le risque, mais cette réponse, en fait, c'est plus une espèce de performance artistique, vous voyez, c'est un peu comme la performance, vous voyez, dans les musées d'art contemporain, où quelqu'un, en fait, fait une performance comme ça artistique, en live, pour en fait illustrer, je sais pas, un sujet sur la liberté, sur la peur de la mort ou je ne sais quoi. L'épreuve de philosophie du baccalauréat, ce n'est pas une performance artistique. Ce n'est pas une perf. C'est pas seulement la réponse qu'on évalue, c'est la façon de la produire cette réponse. Et l'épreuve de baccalauréat de philosophie, on peut le déplorer, on peut trouver ça chiant, mais c'est une épreuve qui repose sur une évaluation des compétences écrites et donc d'un devoir écrit, donc d'une dissertation ou d'un commentaire. C'est tout. C'est les deux seules façons dont vous avez le droit de répondre à la question. Si vous répondez autrement que de cette façon-là à la question, vous êtes éliminé. Puisqu'il n'y a pas que la réponse en elle-même qui compte, c'est aussi la façon dont vous la livrez. Là, on vous demande une réponse argumentée, écrite, sous forme de commentaire ou de disserte. On peut trouver ça chiant, on peut trouver ça nul, on peut trouver ça déplorable, on peut trouver ça questionnable ou
Imaginez d'autres exercices qui seraient meilleurs, mais pour l'instant, on ne fait pas les règles, et les règles, c'est ça. Voilà, donc à un moment donné, il faut quand même un peu de modestie, un peu d'humilité déjà, et puis simplement ne pas commettre un acte suicidaire bête le jour de l'examen juste pour faire le malin. Ça va pour impressionner la fille qui aime bien les bad boys au fond de la classe, hein. Peut-être que vous pouvez trouver que la priorité, c'est plutôt d'emballer la fille au fond de la classe qui aime les bad boys plutôt que de décrocher le diplôme, hein. Voilà, sur le long terme, à vous de voir la solution la plus viable, mais ça ne vous donnera pas votre diplôme et ça n'évaluera rien. Il n'y a pas seulement une question qui vous est posée, il y a aussi une consigne qui est donnée. Donc répondre à la question sans respecter la consigne, c'est vraiment presque risquer davantage que mal répondre à la question tout en ayant respecté la consigne. Respecter la consigne fait partie de ce qui est évalué et de l'épreuve. Donc oubliez ce genre de légendes urbaines qui sont amusantes à se raconter comme ça et qui n'ont absolument aucun rapport. Moi-même, je peux vous le dire, et pourtant je suis du genre sympa, il y a un élève qui fait ça en face de moi, mais je l'élimine direct et je me fais un plaisir de l'éliminer. Il n'a pas fait acte de philosophe, il a fait acte de branleur ou de frimeur ou de performeur. Ok, c'est très marrant, mais ce n'est pas de la philosophie. C'est pas comme ça qu'on écrit un traité de philosophie, c'est pas comme ça que nos philosophes ont écrit leurs traités et ont transmis leurs idées et ont établi un raisonnement. La philosophie a beaucoup plus à voir là-dessus avec la science, avec le raisonnement scientifique, avec le fait d'étayer une réflexion, une hypothèse, de fournir des exemples, des arguments, etc. Bref, un raisonnement construit. Et non, c'est pas un happening comme ça au milieu de la place, quoi. Bref, sur ce dernier exemple et ce dernier débunkage, entre guillemets, même si j'aime pas le mot, je vais vous laisser pour cette fois-ci, en vous remerciant de votre écoute, en vous souhaitant une bonne continuation dans vos révisions, si vous êtes en pleine révision, ou dans votre année, si vous êtes encore en pleine année scolaire. Et puis pour tous les autres, écoutez, bonne continuation à vous, quoi que vous fassiez. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut les Apicious!